La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est en leur compagnie que j'explore la question de la discipline. La discipline? La bande dessinée étant souvent affaire de long terme, quand il faut aligner les planches, la discipline peut devenir un enjeu. Vous ferez 200 pages de bande dessinée. Pour arriver au bout d'un livre, avoir de la discipline, est-ce indispensable? Si oui, comment faire pour l'encourager? Sinon, comment se débrouiller? Que permet la discipline et qu'est-ce qu'elle ne permet pas? Moi j'ai pas de discipline, je suis dissipé. Mais tais-toi, toi. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok, Bonne écoute. on y va. Mais sa vie, c'est cette armoire à glace qu'il a remise à sa place. Oui, c'est vraiment un métier de discipline. En tout cas, en ce qui me concerne, peut-être qu'il y a certains de mes confrères qui travaillent différemment. Chez moi, j'ai besoin vraiment d'avoir des horaires très précis. François Skeuten, co-auteur entre autres avec Benoît Peters de la série Les Cités Obscures. Je ne crois pas trop à l'inspiration. Je crois assez fort à, effectivement, une forme de rigueur et de discipline pour arriver à ce que voilà, les choses sortent, quoi qu'il arrive. D'abord parce qu'il y a généralement, on est dans des délais, on est dans des contraintes. Et ça ne me dérange pas parce que ça formule quand même un cadre temporaire et qui me plaît. C'est un métier qui est quand même un métier un peu laborieux. C'est pas quelque chose que je regrette. Je trouve que dans le temps que met une bande dessinée, et je le répète encore, c'est mon cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans le temps assez long, parce que je mets parfois 2-3 ans pour faire un livre, même souvent, et ben ce temps me permet d'aller plus loin, de voyager plus intimement avec le récit. Et je crois que le temps s'insinue dans les cases et dans les dessins. Donc j'aime que les choses prennent un certain temps. Ça ne me désole pas du tout. Je n'ai pas toujours envie de prendre des raccourcis. Je sais qu'il y a des techniques qui vont plus vite, mais j'aime bien le travail à la plume, au pinceau, au crayon, et puis à la couleur. Toutes ces étapes permettent d'approfondir un petit peu le travail, d'approfondir les sujets, la mise en scène, peut-être aussi, j'espère, que le lecteur s'y attarde un peu plus aussi. Et est-ce que toutes ces étapes, vous les appréciez de la même façon ou il y a des étapes que vous préférez à d'autres dans le processus de création? Non, tout m'intéresse. C'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que c'est fait de plein de petits métiers. Il y a effectivement des métiers qui sont plus le storyboard, avec quand on construit le scénario avec Benoît, parce que je suis quand même... On travaille vraiment l'histoire ensemble. Et puis, après, je travaille avec lui le storyboard, comme ça. Et c'est un moment que j'aime beaucoup, parce que c'est une façon d'envisager la mise en scène visuelle, graphique. Et puis après, Benoît travaille les dialogues. Puis là, j'ai beaucoup de plaisir à revoir les dialogues qu'on a déjà en partie esquissés ensemble et de les installer sur le papier. Ce travail que beaucoup de gens ne veulent plus faire, ce travail de lettrage, par exemple. Moi, j'adore ça parce que j'aime bien les traits et j'aime bien le côté très, comme ça, parfois très précis qu'il faut avoir, très régulier. Et j'aime bien faire ce travail, chipoter, voir où mettre le phylactère, ce qui peut être pour beaucoup totalement, inutile, puisqu'aujourd'hui on peut mettre des phylactères par ordinateur et les bouger comme on veut. Je tiens beaucoup, moi, à ce que ce phylactère soit inscrit dès le départ, très tôt,
dans la planche, je cherche sa position, et après, la mise en scène va dialoguer avec ce phylactère. J'aime beaucoup tout ce petit travail un peu laborieux, c'est vrai, mais en même temps passionnant, parce que c'est une façon de régler les regards et les circulations des regards. Et je ne voudrais pas m'en passer, je n'ai pas du tout envie d'aller plus vite là-dessus. Ce n'est pas parfois difficile, ce temps long? Non, c'est pas difficile, dans le sens où, pour moi, ça participe de l'ensemble de ces métiers d'auteur de bande dessinée, parce qu'après le lettrage, il y a le crayonné, il y a l'énergie, des attitudes, des mouvements, et puis d'aller dans le détail du point de vue, le détail de la mise en scène, du regard. Tout ça, c'est chaque fois des petites bulles de réflexion qu'il faut faire au bon moment pour ne pas être déçu par la suite. Si on rate, si on manque de rigueur à certains moments, ça se paye très cher par la suite. Une erreur de mise en scène, une erreur de proportion entre les cases, une case qui est trop grande ou trop petite. Après, on va le regretter. Et ça, c'est toujours ennuyeux. Et les repentirs sont plus difficiles quand on fait encore les choses d'une façon un peu artisanale, comme je le fais. Écoutez, moi, je suis une machine de guerre. Je dois avouer que je commence toujours plus ou moins à la même heure, vers 9 heures, quelque chose comme ça. Et généralement, c'est mon chien qui rythme. C'est la promenade du chien du matin, du midi et du soir. Donc, c'est son regard. Il y en a trois promenades. Il y a 3 promenades, à peu près 1h30 en totalité. Et en fait, c'est mon principal médecin, hein. C'est parce qu'il m'oblige à sortir de chez moi. Et c'est excellent, parce que ça vous sort et ça vous libère un peu l'esprit. Et puis, ça vous oxygène. Et puis, c'est une discipline, là aussi, un exercice physique que je trouve très tonique. Parce que quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, votre chien doit sortir. Et je suis ravi parce qu'il m'arrache à mes planches. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de chien. Et je sais que je pouvais parfois passer trop d'heures assis, trop d'heures collé à ma table, et ça pouvait parfois être extrêmement nocif. Donc en fait, il m'aide à avoir un petit peu d'hygiène de vie, en fait. Ça demande de la discipline et en même temps, ça demande de constamment déconstruire la discipline. Thierry Van Hasselt, auteur entre autres de la bande dessinée La véritable histoire de Saint-Nicolas et co-auteur de Vivre à Fandisco. Moi, j'aime bien adopter des méthodes un peu différentes suivant chaque projet, en fait. Chaque projet, c'est un peu... j'essaie de réinventer la façon de travailler sur le projet. Il y a des choses que je ne fais pas du tout. Par exemple, ce que je ne fais pas du tout et que je ne pourrais pas faire, c'est faire d'abord un scénario et puis un découpage et puis la bande dessinée, parce que justement, comme la bande dessinée, ça prend énormément de temps, je veux pas avoir des étapes qui sont longues et fort séparées dans le temps. Donc d'avoir tout un premier temps d'écriture, puis de découpage, puis de réalisation. J'ai l'impression que quand j'arrive à la réalisation, en fait, je suis déjà déconnecté de l'écriture. Et dans ma tête, j'ai quelque chose quand j'écris. Et en fait, une fois que j'ai fini de l'écrire, je commence à prendre de la distance avec ce que j'ai écrit. Et si je vais commencer à le réaliser, à le dessiner, je vais commencer à avoir plein de doutes, en fait, sur ce que j'ai écrit. Et donc, je vais plus être dedans. Donc, je considère la bande dessinée comme réellement une écriture en tant que telle. Et donc, il n'y a pas une préécriture en texte et puis une préécriture en découpage, puis une écriture finale en image. C'est le même mouvement, en fait. Donc, j'essaie d'écrire directement dans les planches de bande dessinée, ce qui ne veut pas dire que je passe pas par des courts moments d'écriture, par des petits moments de découpage
pour avoir une vision sur une dizaine de pages, par exemple, ou entre 4 et une dizaine de pages. Mais je ne sépare pas les étapes. Et après, effectivement, j'essaie de travailler de façon, oui, une certaine discipline, d'être dans l'atelier régulièrement, de travailler tout le temps, même dans les moments qui sont très très courts, quand on a plein de choses à faire. Oui, j'ai un tas de petits d'astuces ou de manières de faire qui me permettent d'avancer malgré l'adversité de ma vie de prof, d'éditeur, etc., quoi. C'est des astuces différentes en fonction du moment où j'en suis dans le travail. Déjà, je travaille quand même. J'ai plusieurs projets en même temps qui nécessitent des types d'investissements différents. Ça veut dire que je peux quand même tout le temps aller dans mon atelier et me mettre au travail sur quelque chose, parce que j'ai toujours quelque chose qui est prêt, qui est en cours, quoi. Donc tu tournes pas trop autour de projets, tu peux y aller directement. Ouais. Et j'ai appris à utiliser chaque moment au maximum. Donc, par exemple, si à un moment j'ai un quart d'heure dans mon atelier, je vais travailler un quart d'heure sur une planche de bande dessinée, et le lendemain pareil, et peut-être le lendemain encore le matin et le soir 15 minutes. Et au final, ça fait quand même des heures dans la semaine qui sont gagnées comme ça, entre les moments où j'ai un temps plus long. Mais effectivement, je travaille beaucoup par à-coup, et je rumine aussi pas mal. C'est-à-dire que j'ai quand même... quand j'arrive pas à dessiner, j'ai une grosse frustration de ne pas avancer sur mes projets. Et donc, je pense qu'ils sont en tâche, en arrière-plan dans mon cerveau. Et donc, ils continuent à macérer là, et donc il se peut que je sois tout à fait en train de faire autre chose, d'être à l'école, ou d'être en train de travailler sur un bouquin d'un autre auteur, et de tout d'un coup avoir un truc qui se passe en arrière-plan, et je comprends quelque chose pour mon récit, et donc j'ai avancé en fait, sans avoir vraiment dû mettre plein de choses en branle. C'est la même chose pour la nuit, par exemple. Il y a plein de moments où je réfléchis pendant la nuit à des projets, et tout d'un coup les solutions se trouvent, ou si je suis fatigué, je fais une sieste, par exemple, parce que ça marche. Et aussi à ce moment-là, il y a ça peut décoincer pas mal de choses. Donc en fait, souvent l'écriture elle-même, elle se fait dans ces espèces de non-moments, parce qu'il y a des moments d'écriture qui sont faciles, c'est quand on sait très bien où on veut aller, mais à des moments on est bloqué, on trouve pas de solution, et ça je les mets en arrière-plan, et puis à un moment, j'arrive à les décoincer comme ça. Tu identifies facilement les moments de blocage et tu arrives à t'arrêter. Ouais. Je vois bien qu'il faut que je trouve un truc malin, un truc surprenant, et je peux pas être assis à mon bureau et chercher un truc surprenant. Ça marche pas en fait. Je vais rester 5 heures assis à rien trouver. Donc, je préfère du coup partir à me rabattre sur un projet qui est en cours, qui est en chantier, partir sur un dessin, et puis ce truc-là, il est en vigilance, en arrière-plan, et à un moment, je vais voir quelque chose dans la rue, ou je vais lire un truc, ou je vais parler avec des gens, et tout d'un coup, clac, je vais trouver une solution, quoi. Faire de la bande dessinée, c'est être tout seul, 8, 10 ou 12 heures par jour à sa table, seul face à sa feuille, et donc quand même seul face à soi-même, pas mal. Alfred, auteur entre autres des bandes dessinées Come Prima et Maltempo. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Ouais, il y a des périodes où c'est pile ça dont on a besoin, et les choses avancent avec fluidité. Et puis il y a d'autres périodes où c'est difficile et ça demande un effort. Et en tout cas, il y a une discipline. Je ne crois pas, moi, mais encore une fois, ce n'est pas une parole définitive. Il y a quasiment autant de méthodes qu'il y a d'auteurs. Moi, je sais que j'ai besoin d'une discipline, de me dire je suis à ma table à telle heure. Sinon, la journée me file entre les doigts très vite. Donc je m'impose effectivement une discipline qui consiste à être à ma table à 8 heures du matin, et de dessiner au moins jusqu'à 16 heures avant de faire une pause pour reprendre un peu après si j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Tu as d'autres rituels ou habitudes dans tes journées de travail ? Toujours commencer par aller prendre un café, sortir de chez moi,
depuis alors, j'ai passé des années à travailler dans un atelier avec d'autres camarades auteurs. Depuis 3 ans, je suis revenu dans un bureau chez moi. J'ai la chance d'avoir un atelier à part qui me permet de m'isoler. Mais en revanche, j'ai besoin tous les matins, en me levant, de sortir de chez moi, d'aller prendre un café au café du coin, d'entendre des gens, d'entendre du bruit, d'avoir quelques conversations, puis de revenir vers 8h, 8h15, m'enfermer, m'isoler à ce moment-là. Mais alors, si je n'ai pas ce moment de je sors de chez moi, ça crée une transition entre ma vraie vie, la nuit, et le moment où je commence ma journée. Si je n'ai pas ça, je peux perdre une matinée entière à tourner chez moi. Donc je m'impose, c'est pas une discipline pour le coup, mais c'est un besoin. C'est un besoin de démarrer ma journée par sortir. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau. Je sors prendre un café. J'ai la chance d'avoir un café qui ouvre assez tôt le matin, pas loin. J'y vais et je reviens. J'adorerais réussir à organiser mon temps de manière un peu plus large et plus intelligente. Pénélope Bagieux, autrice entre autres de la série Culotté et de la bande dessinée Les Strates. Je connais par exemple des auteurs, des autrices qui disent là, la semaine prochaine, je peux pas du tout parce que je vais vraiment passer la semaine à bosser sur tel truc. Et j'admire vraiment cette discipline-là parce que moi, je le dis. Je dis, je vais passer la semaine à bosser dessus. Et la réalité, c'est que je vais m'y mettre le vendredi. Et j'aimerais bien, et je trouve ça a l'air presque un petit peu excitant d'être capable de le faire. Je dis, ça doit être génial, je me vois bien faire ça, genre me lever et dire, allez, c'est parti, toute la semaine, je fais tel truc, mais je n'y arrive pas. Tu n'y arrives pas parce que tu procrastines alors, c'est ça ? Parce que je procrastine de manière débordée. Ce qui est encore pire, c'est que je me raconte que j'ai plein d'autres choses à faire. C'est-à-dire que je dois travailler, mais je me dis, ah bah ouais, je dois travailler, mais bon, les plantes, elles vont pas se rempoter toutes seules non plus, ma compta, elle va pas se faire toute seule, et du coup, je suis débordée de pas de travail. Et à la fin de la journée, le pire, c'est que j'ai un petit sentiment de satisfaction d'avoir une journée super bien remplie, mais je me rends compte que je n'ai pas travaillé. Ça, c'est vraiment ma petite signature quand même. Ça, c'est mon truc. Ah, donc tu n'as pas la culpabilité. Alors... J'ai pas rien fait. J'ai fait plein de choses, mais j'ai pas fait le seul truc que je devais faire. Et ça m'arrive vraiment tout le temps. Des journées où je cours partout, j'arrête pas, mais il y a rien qui est lié au travail quand même. Donc pendant ce temps, ça n'avance pas. Mais par exemple, je suis aussi dans une position assez confortable quand même dans le travail, qui est que c'est jamais très grave que je sois en retard. À part quand je travaille pour de la presse. Eux, bon, ils impriment, il faut y aller. Mais mes livres, par exemple, il n'y a pas de date de rendu, même provisoire, sur mes contrats. C'est quelque chose que j'ai mis en place. Voilà, c'est uniquement une source d'oppression et d'angoisse pour moi de me dire qu'il y a une date, alors que me dire mais j'ai tout le temps du monde, ça fait que je travaille. Mais si on me dit, même si on m'annonce un temps très raisonnable, même si on me dit t'inquiète pas, tu as 2 ans pour le faire, c'est une angoisse parce qu'il y a une date. Alors que pas de date, ça va vite. Donc voilà. On rentre presque dans la psychanalyse là, mais parce que souvent on peut entendre l'inverse souvent. De se dire des gens qui sont rassurés par avoir une deadline. Oui, enfin moi je pense par exemple, parce que c'est mon cas, que le fait d'avoir l'infini devant moi, je me dis j'ai le temps et du coup je vais peut-être repousser les choses. Oui, mais alors ça dépend pourquoi. Mais par exemple pour tout ce qui est créatif, je pense que de toute façon sur moi ça marche pas. Si je me disais allez, il te reste 3 semaines, mais j'ai pas d'idée, donc ça sert à rien. Ou il y a des jours où je dessine vraiment mal. Il n'y a rien à faire. Je regarde et je me dis, c'est nul. Et je connais mon rythme dans les bons jours. Et donc, ça m'ennuie de me voir peiner comme ça, alors que je sais que c'est probable qu'en m'y remettant le lendemain, ça ira tout seul. Je me connais, en fait. Je connais un peu la machine. Donc, quand je vois que tout ce que je dessine est moche une journée, je me dis, franchement, autant laisser tomber et s'y remettre demain. C'est pas très, très grave. En fait, je me gère et j'aime pas trop qu'on me... Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce que j'aimais pas quand je travaillais dans des entreprises avant. Par exemple, j'ai bossé comme graphiste dans des boîtes, etc. Et on me donnait une liste de choses à faire. Et ce que j'aimais pas, c'est qu'on me dise il faudrait que tu commences par ça, puis par ça, et ensuite que tu... Et ça me paraissait vraiment pas naturel du tout. Et j'avais envie de leur dire, vous savez, si vraiment je le faisais à mon rythme, enfin comme moi je l'entends, je vais aller beaucoup plus vite, et ce sera bien mieux fait. Mais je trouvais ça bizarre de pas pouvoir gérer ma cuisine, quoi. Et c'est un peu pareil dans une BD, c'est que je me connais. Et si je dis, par exemple, c'est quand même une conversation qu'on a souvent avec mon éditeur, parce que moi je dis ça comme si c'était génial, le fait qu'on puisse pas compter sur moi, mais il y a des gens que ça embête quand même. Et quand j'en parle avec mon éditeur, qui sur la pointe des pieds, sur des œufs, me dit mais t'as peut-être une vague idée de combien de temps tu vas mettre, mais juste comme ça, sans pression.
Et en fait, je peux lui dire, je dis, bah là, je peux te le dire, je pense que vraiment, je vais rien foutre pendant 2 mois, je vais pas y arriver. Mais je sens qu'après, il va y avoir un moment où ça va aller plus vite, et c'est vrai. Donc voilà, il faut me faire confiance, quoi. Mais je comprends que ce soit terriblement angoissant pour les gens qui travaillent avec moi. Mais voilà, on choisit aussi des métiers solitaires pour ça, je pense, les auteurs. C'est que Pour faire, parce qu'on connaît notre cuisine, en fait, et que à différents degrés, mais nos moments de page blanche, on sait plus ou moins bien les gérer. On n'est pas terrifié par ça, en général. On sait que ça revient, quoi. C'est-à-dire, au bout de la 4e fois, on se dit, ouais, ok, c'est des cycles, en fait, c'est pas grave. Je pense qu'on a plus ou moins tous à peu près identifié le fait qu'on va mieux quand on est en train de travailler. Parce que ça, c'est quand même aussi un peu une constante. Quand on est dans le processus d'un livre, on est super heureux, c'est merveilleux, la vie est une fête. Et dans les moments où on n'a pas d'idée, on a envie de mourir. Bon, je pense que ça, c'est universel. Donc, est-ce que toi, ça t'a mis du temps à prendre conscience de cette cuisine, de cette manière dont tu fonctionnes? Par exemple, quand tu as commencé dans la bande dessinée, est-ce que c'était différent? Alors, c'est sûr que oui, parce que justement, je sortais de... rien ne nous prépare à ce type de vie, en fait. Ni l'école, clairement, enfin, ou à moins d'avoir été dans des systèmes scolaires très alternatifs, mais non, c'est pas mon cas. Ni le monde du travail tel qu'on le connaît nous prépare pas du tout à ça, à gère-toi, et puis voilà. Mais je pense que c'est le cas de tous les gens qui travaillent de manière indépendante, en fait, qui doivent savoir se gérer, et rien ne les prépare à ça, à part l'expérience des années, quoi. Et c'est vrai que par exemple, quand je vois par exemple le rythme de parution de mes premiers albums, je m'auto-épate. Je me dis, mais à l'époque, je sortais un livre par an quand même. C'était incroyable. Qu'il vente ou qu'il neige, au même moment de l'année en plus. Je me disais, qu'est-ce que j'étais une bonne élève, mais j'arrive pas à me souvenir comment j'y arrivais, pas tant en termes de quantité de travail, mais comment j'arrivais à me dire que j'étais à fond quand même. En fait, ça veut dire que il y avait quand même forcément des moments où ça m'intéressait pas et je le faisais quand même. Je pense que aussi, bon, très honnêtement, je travaillais plus. Juste, tout simplement en termes de besogne, quoi. C'est que je me faisais des plus grosses journées. Il n'y avait aucun moment où je me disais, oh, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête pour aujourd'hui. Je le faisais jamais, en fait. Je travaillais vraiment... j'avais un truc très studieux, quoi, que j'ai plus, parce qu'en vieillissant, je deviens une feignasse, je pense. Mais... C'est peut-être à la sortie des écoles que tu avais gardé peut-être... C'est pas tant ça, c'est vraiment le travail. C'est que moi, j'avais quand même un peu une obsession de payer mon loyer, quoi. En fait, qui est un truc très, très, très vulgaire, mais voilà, qui est très réel. Et que, voilà, moi, c'était une obsession, c'est qu'il fallait que... Et je pense aussi que ça me rassurait que le travail artistique rentre le plus possible dans les cases du vrai travail. Parce que je connaissais que ça, c'est mon modèle, le modèle de mes parents. Donc, c'était vraiment me lâcher dans le vide, me dire « Ah, tu vas voir, quand t'es artiste, il y a des hauts et des bas. » quoi. Moi, ça, c'était pas possible. Donc, il fallait que j'ai un bureau, que j'ai des horaires, que je fasse des grosses journées complètes, que le week-end, je m'arrête. Parce que je me disais, c'est comme ça qu'on travaille. Et si je fais bien un livre par an, il y a une forme de régularité qui est rassurante pour quelqu'un qui a en tête un modèle salarial, en fait. Donc... voilà, ça me rassurait. Et puis j'avais très peur de manquer. J'avais peur que si je travaille pas, tout s'arrête. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des angoisses que j'ai un peu calmées avec le temps, quoi. De fait. Mais donc je travaillais plus, clairement. Mais j'aime mieux la façon dont je travaille maintenant, au-delà du fait que ce soit moins intensif. Enfin, ce qui est faux d'ailleurs, c'est juste pas réparti pareil. Je suis plus le rythme naturel maintenant. Mais à l'époque aussi, parce que si je faisais rien pendant 3 mois, c'était terrifiant. Parce que je me disais, mais ça se trouve, ça reviendra jamais. Ça se trouve, j'ai plus d'idées. Et ça se trouve... bon, ça, après, ça m'a jamais vraiment quitté de me dire que mes plus grosses réussites étaient derrière moi. Mais de me dire, bon, bah voilà, je vais peut-être plus rien faire maintenant. Donc, tu te dis ça souvent à chaque sortie de livre? Alors, à chaque sortie de livre, je trouve que le livre que je sors là est le meilleur. C'est systématique. Je me dis, qu'est-ce que c'est mieux que les autres, quand même, vraiment. Je suis très bon public avec moi-même. Donc à chaque fois, je me dis, franchement, c'est mon chef-d'œuvre. À chaque fois, je me dis ça. Mais non, c'est plutôt en termes commercial. Je me dis toujours, bah, de toute façon, mes hits sont derrière moi, quoi. Donc maintenant, voilà. Mais en même temps, ça allège tellement niveau pression de se dire, de toute façon, je pourrais jamais faire aussi gros que ce que j'ai fait avant, que vraiment, du coup, maintenant, je me dis que c'est vraiment pas grave du tout. Ça, c'est cool. Mais bref, non, je pense qu'au début, j'étais plus régulière et plus disciplinée, et que maintenant... de plus en plus, j'écoute un peu un truc plus naturel, et certainement que quand j'aurai 80 ans, je bosserai, je sais pas, une semaine par an, et le reste du temps, j'élèverai des chats ou un truc comme ça, quoi. Ça, c'est très possible. C'est comme ça que tu vois le... Ouais, moi, franchement, c'est comme ça que je vois là la suite du programme. Je vais me faire une formation de comportementaliste félin, et puis voilà, faire pousser des plantes et avoir plein de chats.
De la discipline, ouais, je pense il en faudrait. Après, moi, j'arrive pas trop à être très discipliné. Samy Chtin, auteur de nombreux fanzines, certains compilés dans le livre Visage du temps, et cofondateur entre autres de la revue Lagon. Donc, mais je vois quelques camarades qui le sont avec des... je pense à Jérémy Perraudot, par exemple, qui se fait des feuilles avec des petites cases, et puis il coche la case quand il a ancré, après il coche une deuxième case quand c'est colorisé, je sais plus comment on dit. Colorisé, ouais. Ouais. Et puis ensuite, il coche la ligne, et puis il coche dès qu'il a fini une page, etc. Et ça, je pense que ça lui amène une sorte de discipline. Moi, non, il en faudrait de la discipline, mais j'en ai pas. Et tu sens que ça pourrait t'aider ou au contraire, finalement, ça fonctionne quand même? Ça fonctionne puisque j'arrive pas à avoir la discipline, donc je peux pas. Enfin, ça fait trop longtemps que j'ai l'impression que j'ai une sorte de manière de travailler, enfin qui change, je te l'ai dit, qui évolue, mais il y a pas de changement franc qui arrive d'un coup, qui pourrait faire que je change radicalement de manière de travailler. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas que ça va venir comme ça. D'un coup, je vais me dire, ok, s'il faut de la discipline, en fait, il faut que je m'y mette de 8h à minuit. Enfin, je peux pas de toute façon. J'ai pas de journée type parce que faut dire que la bande dessinée, c'est une activité parmi d'autres dans mon travail. Donc, je passe beaucoup de temps à écrire des mails, par exemple, avec de la correspondance, comme on pourrait dire, à l'ancienne. Et puis à faire d'autres choses, à préparer des expositions, à préparer des workshops, travailler sur la revue Lagon, travailler à l'envoi de livres, enfin voilà, plein d'activités qui font que je me mets pas quand je me lève à comment on dirait ma planche à dessin pour y travailler avec des voilà, et puis faire une pause le midi et puis continuer. En fait, il y a plein de jours où je dessine pas du tout, ce qui est pas forcément bien. Enfin, j'aimerais bien, j'admire des gens comme Paul Cox qui s'octroie tous les jours, je crois qu'il dessine 1 heure pour rien. Enfin voilà, j'essaie de le faire de temps en temps, mais j'arrive à le faire 2 fois par mois, mais voilà, pas beaucoup, pas énormément plus. Voilà, c'est le genre de discipline que j'aimerais mettre en place. C'est une sorte de fantasme un peu, mais je sais pas s'il est vraiment réalisable pour moi. Est-ce que tu as besoin d'un lieu précis pour faire de la bande dessinée ou tu te sens capable de faire de la bande dessinée n'importe où? Moi, j'ai mon lieu où je travaille quotidiennement, qui me semble être propice à ça. Après, je suis assez intéressé par les résidences. J'en ai fait un certain nombre et je trouve que c'est très stimulant. Il y a aussi une question de deadline là-dedans qui, pour moi, est stimulante. C'est-à-dire que ça soit 10 jours, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. Et avec à la fin, il faut avoir fini quelque chose. Fini un ouvrage souvent imprimé. Moi, je trouve ça assez stimulant, donc je peux travailler assez facilement, j'ai l'impression, ailleurs si je suis dans une ambiance de travail. Après, j'ai déjà essayé de travailler ailleurs. J'ai des amis à Userche, Antoine Marchalot et Margot Duseigneur, qui ont un grand atelier. Et c'était un été, et j'étais sûr de pouvoir travailler facilement. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tous les amis qui étaient là, ils étaient tous plutôt en vacances. Et que s'ils proposent d'aller faire un tour à la rivière, je les suivais plutôt que de rester tout seul dans l'atelier. Mais voilà, j'ai l'impression que je peux travailler quand même assez facilement ailleurs si l'ambiance est propre à ça, quoi. Si c'est le but, c'est de travailler. Tu as utilisé le mot seul. Est-ce que tu as besoin, toi, de solitude pour travailler quand tu fais de la bande dessinée? Je pense que la réalité, c'est que j'en ai besoin. Après, dans les faits, j'aime assez être entouré. J'ai eu beaucoup d'expériences d'ateliers collectifs différents. Et je trouve que c'est important de pouvoir échanger au quotidien, de pouvoir manger ensemble, de pouvoir se voir après, avant, de faire des pauses, de voir sur quoi chacun travaille, avec des gens qui ne sont pas forcément des auteurs et des autrices de bande dessinée, avec des designers graphiques, des illustrateurs, des artistes, enfin plein de profils différents. Mais la réalité, c'est que je suis facilement tenté d'aller discuter
pendant une demi-heure, enfin pendant peut-être 5 minutes au départ, puis après pendant une demi-heure sur des sujets, sur différents sujets, et alors que je devrais plutôt dessiner. Je me sens aux antipodes de la procrastination. Non, moi mon problème c'est au contraire, c'est on me donne un truc à faire, je le fais dans la foulée. Emily Gleason, autrice entre autres de la bande dessinée Ted, Drôle de Coco, et dessinatrice de Robbie. Donc j'ai souvent beaucoup d'avance, si ce n'est que... Comment dire, j'ai un peu cette peur de bâcler, dans le sens où je vais donc très vite, et je ne réfléchis pas à 2 fois, et mon idée première est toujours celle que je prends, ce qui fait que j'ai toujours ces longueurs d'avance, qui ne me font pas revenir sur ce que j'ai fait avant. Waouh, attends, c'est un peu... Parce que je vais... Ouais, non, donc non, pardon. Pour revenir à la procrastination, non, je n'ai jamais rendu quelque chose en retard, je suis une très bonne élève, et c'est insupportable. Parce que du coup, tu as tendance à faire tout de suite les choses, c'est ça que tu disais? Oui, et quand je travaillais en presse, ou en presse jeunesse ou autre, c'était assez pratique. On m'appelait même pour rendre des trucs la veille, parce que j'allais vite et que je... Eh bien, je ne sais pas. Mais... Ouais. Je réponds dans la minute même dans les mails et j'aurais fait le truc dans l'heure. Je suis fan de to-do list. Je suis une to-do listeuse invétérée. Je fais des listes à longueur de journée. Chaque matin, j'en ai une nouvelle qui va me faire dire ce que je dois faire en priorité. Pop. J'ai même un code couleur pour tout te dire. À la fin de la journée, j'aurai évidemment fini tout ce que j'ai à faire. Ce qui me permet de dormir et de me dire « Ok, journée finie, j'arrête tout, boum boum » et ça recommence le lendemain et c'est ce qui me fait avancer. Et niveau lieu, est-ce que tu as besoin d'un lieu précis pour faire de la bande dessinée, ou tu te sens capable d'en faire n'importe où? Alors, je peux en faire là, je peux en faire sur mon bureau, je peux en faire dans mon lit, je peux en faire dans ma salle du bas, je peux en faire dans les pubs devant le cinéma, je peux en faire dans un café. Là, je vais retrouver des potes cet après-midi. En fait, comme je bosse sur iPad, c'est très pratique. Ça change de mes planches A3 et de ma table lumineuse que je ne pouvais pas traîner partout. Donc il y a ce côté où les trains, par exemple, c'est l'un de mes endroits favoris pour travailler parce que je n'ai pas d'autre choix que de bosser. Donc non, je suis plutôt versatile. Je m'implante partout, on va dire. Ouais. Et tu as besoin d'une forme de solitude ou pas nécessairement pour créer? Ça dépend si la personne est très bavarde ou pas en face. Mais la plupart du temps, donc je n'ai pas d'atelier, je bosse ici. À part mon chien et mon copain, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique quand je dois créer et je regarde des séries quand je dois ancrer. C'est un peu mes 2 manières de faire. Non, je préfère être seule, je suis très solitaire quand même. Et toi, tu ne te considères pas comme disciplinée alors? Bah, pas du tout, non. Anouk Ricard, autrice entre autres de la bande dessinée Animan et de la série Anna et Froga. Alors déjà, je me lève pas à la même heure, peut-être parce que j'ai pas d'enfant, du coup j'ai pas un rythme de vie régulier. D'autre part, je viens à l'atelier le matin, mais souvent c'est plutôt vers 11h que tôt le matin. Non, je suis pas très disciplinée et je me mets au travail quand j'ai plus le choix, en fait. Quand je suis à la bourre, en fait. Souvent. Tu fonctionnes mieux à la deadline quand tu Oui. Ouais, moi, il me faut de la pression pour être efficace. Sinon, je tourne autour, je travaille pas vraiment, je vais sur Internet, je fais n'importe quoi, sauf travailler. Ouais. Est-ce que... Ah oui, j'avais une question sur la procrastination. Je sais pas si oui, j'ai même lu des livres là-dessus tellement ça me concerne. Mais oui, non, c'est un gros mystère pour moi, la procrastination. C'était même un motif de consultation de psy à un moment, quand il y a longtemps, il y a quelques années. J'ai toujours eu ce problème-là et à me demander pourquoi j'ai pas de discipline, justement, pourquoi je n'arrive pas à me mettre au travail, pourquoi ce n'est pas un plaisir pour moi, le travail. Et j'ai jamais résolu cette question. Parce que pour moi, c'est un mystère. Ouais, alors que dans mon esprit, j'adore mon métier, j'adore mon travail, mais quand je dois m'y mettre, j'ai pas envie.
Ouais. Objectivement, tu arrives à lister facilement les raisons de t'y mettre. Et pourtant, Et pourtant, il y a une quand il résistance. faut y aller, il y a une résistance. Mm. Et aussi, quand j'y suis, ça m'arrive très souvent de m'ennuyer, enfin de sortir, de ne pas être concentrée, de sortir. Alors, c'est peut-être dû à tout ce qui est maintenant Internet, les réseaux, pas que les réseaux. Enfin, je sors très vite, je me déconcentre en fait. J'ai du mal à rester sur ma page longtemps. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à rester sur la page, c'est donc tu parlais de cette forme de pression. C'est quand il y a l'urgence, voilà, c'est oui, ça. l'urgence. Quand je dois finir, donc je travaille vite avec l'impression de bâcler, donc c'est pas très agréable, mais bon, j'arrive pas à faire autrement. Et c'est comme ça que je m'en sors. Quoi. Mais par contre, je suis jamais en retard. C'est-à-dire que j'arriverai toujours à faire les choses à temps, malgré ça. Ouais. Donc c'est une forme de discipline dans le retard. C'est particulier parce que pendant un moment, moi je me dis oh, c'est bon, j'ai le temps, il me reste. Ça peut être pour une BD ou pour un boulot de commande, ça peut être une image à faire pour telle date. Pendant longtemps, je me dis c'est bon, il me reste plein de temps, il me reste 15 jours, et puis 3 jours avant, là, c'est la panique, quoi, la panique totale. Mais pourquoi j'ai pas fait plus tôt? Et puis évidemment, à ce moment-là, j'ai d'autres choses à faire aussi, donc je m'en veux, quoi, mais bon, c'est comme ça. Et je finis par y arriver quand même. C'est-à-dire que Oui, c'est ça, comme tu dis. Ouais, d'autre part, je travaille très vite. Donc c'est ce qui fait que je m'en sors. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est cette tendance à la procrastination qui t'a mené à une forme de vitesse peut-être et à accoucher aussi d'un style du coup, qui en découle de ça? Ah oui, c'est sûr. C'est clair que j'ai un style un peu minimaliste, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais souvent on le qualifie de minimaliste. Je pense à cause ou grâce, enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais je pense que c'est grâce à ça, oui. Et aussi le fait que j'ai pas eu la patience de développer un style plus. C'est une histoire de patience aussi. Je suis pas patiente, quoi. Et quand je fais quelque chose, j'ai envie que ce soit vite fini, quoi. Donc c'est un peu ces deux choses-là qui ont forgé mon style finalement. Je pense. Ouais. Par exemple, sur une case, sur une page, tu as envie que ça aille vite, tu ne peux pas passer trop de temps dessus? Ouais, je passe pas trop de temps, mais c'est aussi parce que je suis pressée de voir le résultat et je suis pressée de raconter mon histoire, en fait. C'est comme si quand je raconte quelque chose, j'ai peur d'ennuyer. Souvent, j'ai peur. C'est peut-être une question de place aussi. J'ai peur d'ennuyer les gens et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a peu de texte dans mes BD. J'ai envie de raconter vite, que les gens ne s'ennuient pas. Et c'est pour ça qu'il faut que ça aille vite, quoi, ouais, aussi. Pour toi-même ne pas t'ennuyer, peut-être. Alors moi, je pense que c'est plus pour les autres, finalement. Ouais, moi, ne pas m'ennuyer en le faisant aussi, oui, sûrement. Mais ouais. C'est les deux, ouais. Oui, ne pas m'ennuyer, mais en même temps, ce que je comprends pas, ce que j'ai toujours pas résolu, c'est que je suis capable de faire, par exemple, de la broderie pendant des heures, pour un truc qui va avoir un résultat. C'est très lent, quoi. Et ça m'amuse beaucoup de faire ça. Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à retrouver cet amusement dans le dessin. Alors peut-être parce que je suis dans un truc plus professionnel et qu'il y a des attentes et que moi, c'est l'attente qui me met la pression. Ça doit être ça, en fait. Parce que tu penses que quand tu ne le faisais pas en termes professionnels, c'était plus simple. Ouais. Le plaisir, et plus de plaisir à faire les choses quand il n'y a pas d'attente derrière, quand je le fais pour moi, ou faire du crochet. Par exemple, je peux faire des petites poupées au crochet, ça prend des heures. Faire des puzzles, faire des choses comme ça qui demandent une certaine lenteur, une certaine patience, j'ai plus de facilité que quand c'est mon dessin qui va être payé finalement. Peut-être c'est ça aussi, je sais pas pourquoi.
Et malgré la pression et tout ça, tu arrives à trouver le plaisir quand même à ce moment-là? Alors, il y a quand même des moments où j'ai du plaisir, heureusement. C'est les moments où je suis contente de moi, où j'ai fait un dessin qui me plaît. Mais oui, en le faisant aussi, ça peut arriver quand je suis détendue. Mais c'est rare que je sois détendue quand même. Souvent, comme je suis dans l'urgence, je suis dans le stress, il faut que ça aille vite. Et quand il faut que ça aille vite, ça casse le plaisir, je pense, de faire. Malheureusement. Ça a été difficile d'en faire un métier, enfin de le considérer comme un métier. Éric Lambé, auteur entre autres des bandes dessinées Le Fils du Roi et Paysage après la bataille. C'est une espèce de manie en fait de dessiner et une manie de vouloir le mettre dans des cases et donc de faire de la bande dessinée. Mais j'ai jamais dû m'autodiscipliner, je pense, parce que c'est naturel pour moi d'avoir envie de passer mon temps sur une table à dessiner des planches. Et t'as jamais pensé en ces termes, quoi? J'ai jamais pensé en termes très pragmatiques. Quand j'ai commencé à faire des études de bande dessinée, je me suis jamais posé la question de comment gagner ma vie après, quoi. Mes parents m'avaient pas non plus préparé à ça, donc j'ai jamais imaginé la bande dessinée comme un travail, en fait. Et ce qui est resté presque encore maintenant, je crois. Parce que longtemps, j'ai quand même produit pour des sphères plutôt indépendantes où la question de l'argent était quasiment inexistante. Et donc, à partir du moment où on fait un boulot sans argent, il y a déjà ce côté métier qui disparaît un peu, quoi. Donc, la discipline, elle se fait juste par le plaisir, en fait, d'être sur une table à faire de la bande dessinée, quoi. J'ai toujours travaillé, en fait. Enfin, travailler, dessiner. Ça a été une activité... où je tenais pas compte des week-ends, je tenais pas compte des jours fériés. Ça m'a semblé être un besoin d'occuper le temps un maximum avec ça. Et donc j'ai pas eu non plus besoin de me créer des horaires ou quoi que ce soit. C'est juste naturel de passer des heures et des heures sur une page. Avant, je travaillais plus que maintenant. Maintenant, après 6-7 heures de dessin, j'en ai un peu assez. Je pense qu'avant, je pouvais monter à 10 heures facile. Ouais, j'avais quand même une capacité de production pendant 20 ans, là, c'est intense. Mais c'est parce que je me posais pas la question, en fait, c'était juste, voilà. J'ai longtemps été sans atelier, donc j'avais ma table à dessin dans la salle à manger, ce qui me convenait, en fait, assez bien. Peut-être un peu moins maintenant, mais je pouvais pas m'empêcher de dessiner. Donc, quand c'était dans la salle à manger, c'était pas mal. Je pouvais me lever le matin, boire mon café et en même temps être devant mes planches et me coucher le soir, tout en regardant la télévision, je pouvais dessiner, quoi. Enfin, il y avait une espèce de... C'était pas compartimenté. C'était pas compartimenté du tout. Et maintenant, je sais pas si je pourrais encore le faire. Je suis très bien dans mon atelier. J'ai jamais trop aimé travailler en atelier groupé. Mon premier atelier, je l'avais dans le même bâtiment que les éditions Frémoc à l'époque. Et ça m'avait vraiment intéressé d'être avec un groupe de gens et en même temps d'être seul. Donc eux, ils étaient ensemble dans une même pièce et moi, j'avais une petite pièce sur le côté. Non, c'est quand même un travail que j'aime, c'est de me retrouver seul, en fait. Et c'est pas juste pour le confort du dessin, c'est le plaisir d'être seul, en fait. Ça m'ennuie un peu d'être entouré de gens, quoi. Dans mon cas, si j'avais pas de discipline, j'aurais rien fait. Lorenzo Mattotti, auteur entre autres des bandes dessinées Feu et Ghirlanda. À mon âge, quand j'ai commencé la bande dessinée, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien.
pas de courses de bande dessinée. On ne savait même pas comment commencer à faire la bande dessinée. Et personne ne me disait quoi faire. Et j'ai tout de suite bien compris que si ce n'était pas moi que je me mettais à dessiner tous les jours, à faire, à essayer, à faire, j'aurais jamais rien fait. Il n'y avait pas un enseignant ou quelqu'un à qui je devais donner les devoirs une semaine après qui me donnait la discipline. Il n'y avait personne qui me disait quoi faire. Et alors, je me suis créé une sorte d'autodiscipline qui, après, c'est lié à la passion, évidemment. Si tu as la passion, tu ne vois même pas le temps passer. Tu continues à dessiner, tu vois, c'est une sorte de divertissement. Mais la discipline, de décider de ne pas aller en vacances, de dessiner, de se donner des dates. Non? Je me disais, bon, pour entre mois, je fais une histoire de 8 pages. Le prochain mois, je fais... Tu vois, je me donnais vraiment des bouts pour arriver, pour me créer des devoirs moi-même. Tu arrivais toujours à les tenir? Oui, plus ou moins, oui. J'ai essayé vraiment de les garder. Ou sinon, peut-être il y avait des journaux, ils me disaient « Ah oui, fais voir moi quelque chose la prochaine. » Et c'est vrai, après, en devenant professionnel et tout ça, si tu n'as pas la discipline, si tu n'as pas une idée du temps que tu as besoin pour faire une histoire, combien de planches il te prend, je ne sais pas, dans un mois. S'il y a un journal qui te dit, ah oui, dans un mois, tu me donnes une histoire, on a besoin d'une histoire de 8 pages. Peut-être il y a des dessinateurs qui... Tu dois avoir une idée du temps. Ton travail, la relation du temps, tu vois. Et ça, c'est donné par la discipline. Tu sais que peut-être chaque 2 jours, tu arrives à faire une planche, 2 jours, tu fais tous les calculs. Et moi, j'ai essayé toujours de contrôler très bien ça. Je ne voulais jamais être en retard. Je ne voulais jamais être en retard avec... J'étais jeune, je n'avais pas de travail. Je me disais, la première chose à faire, ce n'est pas de faire, d'être toujours très, très professionnel avec les journaux. Et ça, c'est aussi de la discipline. Après, c'est l'histoire, c'est les livres ou l'histoire même qu'elle a besoin de discipline. Elle a besoin d'une concentration jour par jour, d'être dedans l'histoire tout le temps. Et si tu n'as pas une sorte de discipline, de ne pas te distraire trop, s'il y a trop de distractions, moi, je n'arrive pas à faire une longue histoire. S'il y a trop de choses que je sors et tout ça, si je trouve le bon fleu, comment dire, le bon courant, j'essaie de les suivre, tu vois, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que c'est très difficile. Par exemple, dans les grandes villes, je trouve que pour moi, quand j'étais dans les petites villes de province, plus isolées, ou à la campagne comme ça, je suis beaucoup plus concentré, j'arrive plus à me discipliner, plus concentré et suivre jour par jour toute l'histoire et d'être vraiment envie de faire l'histoire. Parce que la bande dessinée, c'est un langage complexe. C'est des personnages qui bougent. C'est un ensemble d'images, une derrière l'autre. Il faut vraiment être... on crée un monde en dessinant. Il faut être vraiment très concentré. Si on n'a pas une sorte de discipline,
jour par jour. Après, je crois qu'il y a beaucoup d'autres dessinateurs qui n'ont pas de discipline et travaillent super bien. Hein. Mais moi, j'ai besoin de ça. Et ici, à Paris, en capitale, est-ce que ça va? Tu arrives à trouver cette concentration? Non, Paris, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de trouver pour des longues histoires, hein, pour des histoires longues, des choses. Il y a trop de pression. Tu as l'impression qu'il y a trop de pression psychologique, trop de distractions, trop de travail parallèle que je dois faire. Et pour la bande dessinée, ce n'est pas du tout facile. Et je dois dire que je perds beaucoup de temps. Et d'un l'autre côté, quand je dessine, je suis très rapide. Peut-être dans une journée, je travaille 1 heure. Peut-être. Mais 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et toujours en pensant à qu'est-ce que je dois faire. Mais quand je dessine, je suis vraiment rapide. Il y a un exemple, j'ai fait une illustration que je dois donner, j'ai accepté de faire une illustration sur un livre, Les Barons Perchés, parce qu'il faut une expo et tout ça. Normalement, je fais jamais ça. Alors je sais que je devais faire cette illustration. J'avais déjà des croquis, il y a très longtemps j'avais fait. Et ça m'a aidé beaucoup. Je n'ai pas trop réfléchi aux croquis. J'ai commencé le matin, avec la table lumineuse, j'ai fait les dessins de base, j'ai commencé à colorer, et dans une journée, là c'est une belle journée de travail, parce que je suis rapide, mais aussi ma technique de crayon et pastel, elle est aussi très fatigante, longue, à créer la vraie lumière, beaucoup de couches, beaucoup de choses. Et dans la journée, je l'ai fait. Je l'ai fait, disons, surtout dans l'après-midi. L'après-midi, j'ai bien travaillé. Et vers le soir, c'était presque terminé. Maintenant, je dois faire des corrections, des trucs. Mais je crois que je ne suis pas capable de travailler plus de 6 heures par jour. Après, il faut le dire... Là, à mon âge, je prends vraiment les choses avec la calme. Quand je suis passionné et la peinture ou le dessin me transportent, je ne vois pas le temps passer. Cette peinture, je l'ai fait dans 2-3 jours. Et il y a tellement de choses à faire que tu es dedans. Après, il y a d'autres périodes que je passe aussi... Je dors beaucoup dans mon atelier. Je suis de toute façon dans mon atelier. Je m'arrête à manger à 1h et demie. On se voit avec ma femme, mon fils, à la Galerie Martel. Eux, ils ont la Galerie Martel. Alors on se voit, on mange ensemble, tout ça. On fait vraiment une vie de quartier. J'aime pas trop la vie, comment dire... Je ne vais pas au vernissage, je n'aime pas. Les relations sociales, ça me fatigue beaucoup. C'est pas pour... en fait, ça me fatigue. Mais avec la galerie, je suis obligé d'avoir beaucoup de relations sociales. Soit les dîners, soit à manger, parce qu'ils arrivent les auteurs, ils arrivent ça. Alors, je n'ai déjà suffisamment à la maison pour... Je ne vais pas beaucoup, je ne tourne pas beaucoup. Je reste beaucoup dans mon quartier et la majorité du temps, c'est dans mon atelier. Alors, je prends aussi mon temps pour dormir. Si après manger, je suis fatigué, je dors. Je suis très libre, en fait. Par contre, quand je devais donner des livres... J'avais vraiment des dates, des consignes, quand je dois donner des illustrations, quand je devais donner des illustrations new-yorkaises à des journaux, comme j'ai dit, je suis très discipliné. Je donne toujours les dessins au bon moment. Je veux être très précis. J'ai passé aussi des nuits à travailler. J'ai fait des nuits pour consigner des choses. Je me souviens pour
faire un livre sur le carnaval de Brésil. À la fin, j'avais perdu du temps. Je devais consigner le 1er janvier, je ne me souviens plus quelle année. Et je me souviens que je venais, je faisais 2 planches, 2 illustrations par jour. Je ne suis pas fait Noël avec mes familles parce qu'ils étaient à Milan. Je suis très, très dur pour terminer un travail. J'étais très, très dur. Maintenant, j'essaie de moins stresser. Un peu moins avec le temps. Beaucoup moins stresser, beaucoup moins prendre les choses de façon très... Trop à cœur. Oui, trop à cœur. C'est l'âge, c'est ça. Je me défends beaucoup. Mais bon, pendant toute ma carrière, j'étais toujours comme ça. Souvent, les gens qui ont des métiers un peu traditionnels, qui soient commerçants, qui travaillent dans des bureaux, tout ça, qui disent « Ah ben, vous êtes auteur, c'est formidable, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez ». Et non. Lewis Trondheim, auteur entre autres de la série Lapino et co-auteur avec Johan Sfar de la série Donjon. Parce que c'est effectivement... Il y a besoin d'une discipline, parce que sinon on est amené à faire n'importe quoi, n'importe quand. J'ai rien envie de faire, je vais sortir, je vais voir les copains, je vais aller au cinéma, je vais aller au théâtre, je vais aller regarder ce qu'il y a dans le frigo, je vais regarder ce qu'il y a sur Internet, sur Facebook et sur Instagram. Et puis au bout de la journée, il n'y a rien qui s'est passé, donc on meurt de faim et c'est pas très intéressant. Donc il faut se discipliner, mais il y a plusieurs façons de se discipliner et ça dépend de chacun, ça dépend de l'objectif de chacun dans la création. C'est-à-dire que est-ce qu'on travaille pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on travaille parce qu'on a des choses à raconter? Est-ce qu'on travaille parce qu'on sait dessiner et qu'on utilise ça comme gagne-pain? Est-ce que ça fait plaisir? Est-ce qu'on aime la dopamine qui est créée au niveau de la création et que c'est un stimulus qui nous plaît? Et généralement, quand on a la réponse, c'est pas juste 100% de l'un ou 100% de l'autre, ça se module. Et avec le temps, ça se module aussi. Donc... de la discipline, il en faut, mais il faut, je pense, être clair avec soi-même pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire et quels moyens on veut utiliser pour l'obtenir. Quand tu disais que les raisons pour lesquelles on fait de la bande dessinée permettent ensuite de construire une discipline autour de ça, donc toi, tes raisons pour faire de la bande dessinée ont évolué au fur et à mesure ou oui, bien elles sûr. ont été plus claires et du coup, tu as pu te... Quelle a été en gros ta manière de te discipliner, toi? Il faut remonter un petit peu aux origines de mon travail, c'est-à-dire que je voulais faire des scénarios, mais je ne savais pas sur quel médium, et j'ai fini par découvrir qu'on pouvait faire de la bande dessinée en dessinant mal. Donc je me suis dit, dessinons mal et agrippons le lecteur à la première case, à la première bulle, et entraînons-le jusqu'à la fin de l'histoire en faisant quelque chose d'un peu rythmé et amusant. Et petit à petit, j'ai essayé de me discipliner au niveau du dessin pour améliorer mon dessin, parce qu'au début, c'était juste des personnages un peu patates. Et petit à petit, je me suis dit, là, il faut que j'apprenne un petit peu à dessiner, donc discipline du dessin. Mais je me cachais derrière les dialogues. Donc après, je me dis, maintenant, il faut que j'apprenne à faire des décors, donc discipline du décor. Et j'ai fait La Mouche, qui était une bande dessinée muette. Et après, je me dis, je ne sais pas faire les couleurs. Donc à chaque fois dans ma vie, j'ai essayé de m'améliorer un peu sur tous les plans de la bande dessinée, au niveau du scénario aussi, au niveau des structures, pour... continuer à m'amuser en faisant ce travail-là, parce que c'est quand même un travail assez répétitif, et si on fait toujours la même chose, moi, en tout cas, je m'ennuie, et donc ça va se sentir, et donc ça va être moins bien. Donc j'ai besoin de me surprendre, j'ai besoin aussi d'avoir des contraintes, donc des contraintes créatives comme ça, d'apprentissage, ou des contraintes plus formelles au niveau des formats, ou des contraintes simplement de travailler avec quelqu'un d'autre, qui a un talent graphique que moi je n'ai pas, et qui me permet de mieux avancer. Donc pour toi, chaque album est l'occasion d'apprendre quelque chose et de jouer avec quelque chose? C'est d'ouvrir un nouveau territoire et de découvrir qu'est-ce que je peux faire avec ce nouveau territoire graphique, narratif ou autre.
Alors j'ai relevé une expression de Jean-Pierre Dufour dans les entretiens de Thierry Grunstein avec toi, qui te définissait comme un bulldozer, dans le fait que tu alignes les planches, ce qui peut être assez éloquent aussi quand on voit ta bibliographie de 200 livres environ. Et donc je me demandais, qu'est-ce qui, chez toi, dans ta manière de faire de la bande dessinée, peut-être dans ton tempérament aussi ou dans ton style, comparé à d'autres manières, d'autres auteurs, d'autres autrices, d'autres tempéraments, qu'est-ce qui, dans ta manière à toi, pourrait encourager cette efficacité dans la réalisation de tes projets? Qu'est-ce qui fait que toi, tu sois un bulldozer alors que d'autres auteurs sont peut-être... des moteurs diesel, oui, mais il y a de tout, mais c'est pas parce que je suis un bulldozer, comme le dit Jean-Pierre, ce en quoi je ne crois pas trop non plus, que c'est vrai. C'est-à-dire que, et c'est pas forcément une vérité, c'est pas un absolu pour tout le monde d'être comme moi. Je pense que je suis comme moi parce que je suis moi, et que chacun doit être lui-même. Le tout, c'est de chacun trouve qui il est. C'est simplement ça. Bon, c'est une réponse un petit peu abstraite, je suis désolé, hein, mais je conseille à personne d'être comme moi. J'ai un cerveau qui est formaté d'une certaine façon. J'aime bien faire plein de projets à la fois. Quand je suis coincé sur l'un, je passe sur l'autre. Donc j'ai toujours au moins 3, 4, 5. Je me suis retrouvé à un moment avec 8 projets à la fois. Mais ça ne me dérange pas, j'arrive à maîtriser. Et c'est une forme de mon cerveau qui est capable de s'autodiscipliner et de se souvenir de toutes les trames d'histoire. Il y a des gens qui me disent moi je peux faire qu'un seul album à la fois. Bon, dans ce cas-là, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'on fait plein que c'est bien. Et c'est pas parce qu'on fait un seul que c'est bien. C'est juste une question de capacité, sachant qu'il n'y a pas de meilleure capacité qu'une autre, quoi. Sur le temps que tu mets à faire tes scénarios, est-ce que c'est toujours assez similaire? Il y a un peu de tout. Sur Texas Cowboy, par exemple, avec Mathieu Bonhomme, c'est à peu près la même durée de temps, parce que c'était un récit assez complexe, avec des allers-retours dans le passé, le présent, plusieurs personnages. Donc je voulais à peu près être sûr de ce que je faisais et pas oublier. Donc je l'ai fait d'un bloc. Là, en ce moment, je travaille sur un album du Marsupilami avec Alexis Nem, qui se passe au XVIe siècle, en Amérique du Sud, avec un ancêtre du Marsupilami. Et lui travaille à la peinture directe, etc. Et comme j'ai envie d'avancer avec lui au même rythme, plutôt que de tout faire, puis après de lui filer ça comme un sagouin en disant vas-y, maintenant boss, t'as une montagne devant toi à gravir, je préfère dire je fais une petite séquence de 4 pages, je lui donne, je regarde ce qu'il fait, on discute, et je fais la suite, etc. Donc il y a de tout, selon les éditeurs aussi, si c'est un album qui est bien payé, pas bien payé. Un point important par rapport à cette histoire d'écriture, c'est le scénario ou le dessin. C'est le côté, comment dire, c'est difficile au début. Au début, c'est douloureux. Apprendre à dessiner, on croit qu'on est le meilleur de la classe, on arrive dans une école d'art, on n'est plus le meilleur de la classe. Et dans les écoles d'art, on ne va pas vraiment apprendre la narration, parce que la narration, c'est beaucoup d'énergie pour des mots. On va apprendre le dessin. Et la narration, le scénario, le dialogue, c'est vraiment très très important. Et moins on en fait, moins on y arrive. Et plus on en fait, plus on va finir par y arriver. C'est une gymnastique. Et cette gymnastique, si elle n'est pas faite régulièrement, on perd aussi. C'est pour ça que si on arrête pendant 1 mois, 2 mois à faire du dessin, on va moins bien dessiner. Si on arrête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire des scénarios, on va avoir beaucoup plus de mal à retrouver le fil et l'énergie pour faire du scénario. Donc ce travail de musculation qu'il y a et d'entraînement au quotidien sur ce secteur-là est très important. C'est du travail. C'est du travail qui fait plaisir, mais c'est quand même du travail. Qui se pratique et s'entretient. C'est ça qui est très frustrant, hein. Surtout les jeunes auteurs qui arrivent, ils veulent tout de suite, ils ont 20 ans, 23 ans, 25 ans, ils veulent faire des trucs, oui, c'est très bien. Et quand on leur dit, oui, mais vous avez que 23 ans, il y a encore la vie qui va arriver, et plein de choses qui vont vous arriver, ça va vous enrichir. Là, pour l'instant, ça va être compliqué de faire des trucs très intéressants. Et là, ils se mettent dans une rage pas possible, de frustration, parce qu'ils ne veulent pas du tout entendre ça. Pour eux, ils sont complets. Et je les comprends aussi. J'ai eu 23 ans, et j'ai cru à 23 ans que tout ce que j'allais sortir de mes doigts allait valoir de l'or. Parfois, ça peut arriver.
Mais souvent, il faut travailler longtemps, s'astreindre à une discipline dont on parlait tout à l'heure, une discipline de régularité. Toi, tous les jours, tu fais tous les jours de la bande dessinée? Non, je ne fais pas toujours de la bande dessinée. Je fais quand j'ai envie, quand j'ai l'impulsion. Il y a des jours où on est bon à rien. Il y a des jours, en tant que scénariste ou en tant que dessinateur, on va faire du caca. Et le lendemain, on va récupérer le truc. On va dire non, j'aurais mieux fait de rien faire parce que là, je dois refaire la case, je dois refaire un truc. Il faut pas. C'est un métier très aléatoire. Être artiste, alors ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais il y a des jours, non, il faut rien faire. Il faut s'écouter en disant non, là, c'est pas bon aujourd'hui. Par contre, il ne faut pas s'écouter trop longtemps, parce que sinon on va passer une semaine ou un mois à affaler sur le canapé à manger des chips, et là, ça ne va pas du tout. C'est ça qu'il faut faire attention, ouais, parce qu'il y a un entre-deux qui est délicat à avoir entre s'écouter et se faire un peu violence aussi parfois pour se mettre dedans. Oui, tu parles d'entre-deux, c'est un équilibre, et l'équilibre, si on a un équilibre, on ne bouge pas en fait. C'est en étant en déséquilibre qu'on avance. Ah oui, c'est le mouvement, c'est le déséquilibre. J'étais à Saint-Luc dans une classe avec plein de gens hyper talentueux qui avaient toutes les qualités pour devenir auteur. Max de Radigues, auteur entre autres de la série Stig et Tilde et de la bande dessinée Alerte 5. Il y en a qui ont fait des bouquins, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui est pour le moment dont le dessin est sa pratique principale, quoi, ou en bande dessinée en tout cas, peut-être en illu, je ne sais pas très bien. Et moi, j'ai plus ou moins fait une carrière en bande dessinée, et c'est pas parce que j'étais meilleur qu'eux, quoi. Je pense que j'étais plutôt moins bon, mais la raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui, c'est que je me suis accroché, et que j'ai pas lâché le truc, et que j'ai continué, et que tu te prends des refus, et que tu continues, et que tu fais tes fanzines qui sont achetés par 43 personnes, et que tu continues, et que tu fais un bouquin qui marche moyennement bien, et que tu continues. Et c'est dans ce truc où voilà, il y a des auteurs qui ont de la chance et qui font un bouquin, et tout le monde crie au génie, et voilà, et c'est super pour eux. Mais la plupart des auteurs, ça se passe pas comme ça, et c'est un espèce de long chemin d'acceptation. Voilà, que tu fais quelque chose, et qu'il y a des gens qui l'apprécient, mais pas tout le monde. Et donc c'est vraiment un truc où tu dois t'auto-persuader tout le temps que ça vaut le coup, quoi, qu'il faut continuer. Moi, je dis toujours, c'est de l'autodiscipline, quoi. C'est vraiment... C'est un truc où tu dois tout le temps te forcer à... Pour moi, c'est plus facile maintenant, parce que voilà, je fais des bouquins, j'ai pas trop de problèmes à les placer et tout ça. Mais il y a eu toute une période où, en fait, voilà, comme tout le monde, j'avais un boulot alimentaire qui me prenait beaucoup de temps, j'avais peu de temps pour dessiner, j'avais tous des copains qui avaient fait des études universitaires avec des carrières qui rapportaient plutôt de l'argent, qui faisaient des voyages auxquels j'allais pas parce qu'en fait je savais pas payer, qui allaient boire des coups plus souvent que moi parce qu'en fait moi je devais rester bosser, et donc voilà, il y a tout un moment où tu te dis en fait qu'est-ce que je fous, quoi. Moi j'habite dans un appart pas cher, je dessine dans un atelier qui est pas chauffé, et mes potes ils ont des bagnoles, ils ont des appartes, ils s'achètent des téléphones qui sont pas tout pourris, ils ont des ordis qui sont meilleurs que moi, alors que moi c'est mon boulot de bosser sur mon ordi. Et donc il y a une espèce de truc où tu vas te dire bon, en fait ça vaut le coup de faire tout ça. Et ce qui est marrant, après je dérive complètement de la question, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pour te rassurer un peu, parce que toi t'en as un peu à cette phase là où tu es dans ce truc. Ouais, un petit peu, oui, on peut dire ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai 40 ans, et les copains de l'époque avec qui je suis encore en contact, qui à l'époque avaient beaucoup plus facile que moi, parce qu'ils avaient, ils avaient un salaire, ils avaient une espèce de reconnaissance dans le travail et tout ça.
La plupart de ces gens, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous, quoi. Putain, ça fait 20 ans que je bosse pour ce truc. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça m'intéresse de faire ce truc? Voilà, j'ai du pognon, mais en fait, j'aurais bien aimé faire ci, j'aurais bien aimé faire ça. Est-ce que ma vie a du sens? Et voilà, ils sont dans des espèces de grands questionnements de où ils en sont dans la vie, de qu'est-ce qu'ils voudraient faire, de qu'est-ce que c'est. En fait, là, moi, maintenant, ils sont tous en train de me dire « Ah, mais toi, t'as de la chance. Tu fais ce que t'aimes, t'es à l'aise dans ton truc. » Et voilà, ils oublient un peu que voilà, pendant longtemps, c'était l'inverse. Mais donc, tout d'un coup, maintenant, moi, je suis le gars qui a suivi une ambition et qui a suivi ce truc coûte que coûte et qui maintenant, aujourd'hui... voilà, c'est vrai que je suis pas en burn-out, je suis pas déprimé et je suis pas alcoolique et voilà, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, mais je suis bien et voilà, donc c'était un gros discipline quoi, discipline. Oui, c'était ça le mot clé. Ouais, hashtag discipline. C'était le podcast La Planche, musique par le groupe Le Noir, Garance Midi et Kevin MacLeod. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir. Je ferme les yeux sur scène, comme à la fête foraine dans le grand lit. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureuse. Sur scène, comme à la fête foraine dans le grand 8. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend